Un médecin était en train de faire l'autopsie d'une belle femme quand, en faisant une incision, il a senti quelque chose d'étrange et a appelé la police. Le docteur Julien Moreau, un légiste chevronné, avait vu de nombreuses scènes morbides au cours de sa carrière au sein de l'Institut médico-légal de Paris. Pourtant, ce matin-là, lorsqu'il entra dans la salle d'autopsie, quelque chose dans l'air lui parut différent. Une jeune femme, d'une trentaine d'années, reposait sur la table d'examen, sans identité confirmée. Son corps avait été retrouvé dans un parc, à proximité de la scène, sous des circonstances qui laissaient perplexes les enquêteurs. Julien jeta un dernier coup d'œil au dossier. Rien de particulier ne sautait aux yeux. Aucune blessure apparente, pas de signe de lutte. Sophie, comme il l'avait nommée temporairement, semblait simplement s'être éteinte, mais quelque chose dans son visage paisible troublait Julien. Il ressentait une étrange intuition, comme si ce corps cachait une histoire bien plus sombre. Il enfila ses gants en latex avec une précision habituelle et commença l'autopsie. La lame de son scalpel découpa délicatement la peau du thorax de Sophie, et c'est alors qu'il ressentit une résistance inhabituelle sous la chair. Ce n'était pas une résistance naturelle comme celle d'un os ou d'un muscle. C'était quelque chose de dur, lisse, métallique. Julien s'arrêta net, son cœur battant un peu plus vite. Il essaya de dégager l'objet avec précaution, ses mouvements devenant plus hésitants à mesure que son esprit commençait à envisager des scénarios inhabituels. Il ne s'agissait pas d'un simple cas d'autopsie. Julien sentait une tension croissante dans l'air, une présence étrangère, presque intrusive dans ce corps inerte. Il devait agir rapidement mais prudemment. Ses mains expérimentées explorèrent encore le tissu environnant, révélant un petit appareil métallique, soigneusement dissimulé dans le corps de Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'éclairage clinique de la salle. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Cet appareil n'avait rien à faire là, et sa présence suggérait une intention macabre, une manipulation. Il reposa ses instruments, retira ses gants d'un geste rapide et attrapa le téléphone de la salle d'autopsie. « Allô, ici le docteur Moreau. J'ai besoin que vous envoyiez immédiatement un inspecteur au laboratoire. Il y a quelque chose d'étrange dans ce corps. » L'autre bout du fil sembla interloqué, mais Julien insista sur la nécessité d'une enquête policière immédiate. Il savait que cette découverte sortait du cadre habituel. En attendant leur arrivée, il se recula et observa le corps avec une froide appréhension. Alors qu'il tentait de garder son calme, des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Comment cet objet avait-il pu se retrouver à l'intérieur de cette femme? Était-elle consciente de ce qu'on lui avait fait? Qui était-elle réellement? Julien savait qu'il devait rester rationnel, mais quelque chose dans ce corps éveillait une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant dans son métier. Quelques minutes plus tard, il entendit des pas précipités dans le couloir. L'inspecteur Marc Dupont, connu pour son pragmatisme et sa perspicacité, entra dans la salle, son manteau encore humide de la pluie parisienne. « Docteur Moreau, vous avez demandé de l'aide ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dupont en observant le corps sur la table. Julien pointa l'incision partiellement faite sur le torse de la femme et désigna l'objet métallique à demi visible. « Ce n'est pas une autopsie ordinaire, inspecteur. Je pense que vous devez voir cela de vos propres yeux. » Marc Dupont se rapprocha et en voyant l'appareil dissimulé, son visage se durcit. Ce qu'ils avaient sous les yeux dépassait de loin un cas de mort naturelle. « Appelez votre équipe technique, » dit-il gravement. « Je pense que ce que nous avons ici pourrait bien ouvrir une enquête qui dépasse tout ce à quoi nous sommes habitués. » Le mystère autour de Sophie ne faisait que commencer. L'inspecteur Marc Dupont se tenait devant la table d'autopsie, le regard fixé sur l'objet métallique caché dans le corps de la jeune femme. Autour de lui, l'atmosphère de la pièce était devenue lourde de tension, comme si un silence pesant avait envahi chaque recoin. Julien Moreau, encore sous le choc de sa découverte, expliqua rapidement ce qu'il avait trouvé, sans toutefois entrer dans les détails. Il savait que ce qu'il tenait entre ses mains allait très vite prendre une ampleur dépassant son rôle de légiste. Dupont observa attentivement l'appareil partiellement caché dans les tissus du corps. Il se pencha, sortant une petite lampe de poche qu'il utilisait pour ses inspections criminelles, et éclaira l'intérieur de l'incision. L'objet brillait sous la lumière, dévoilant une surface lisse et sophistiquée. Ce n'était pas un implant médical ordinaire, et quelque chose dans sa forme presque industrielle
suggérait une toute autre nature. « Docteur Moreau », dit Dupont en éteignant sa lampe et se redressant. « Vous avez bien fait de nous appeler, mais nous allons devoir procéder avec prudence. Cet appareil ne ressemble à rien de ce que j'ai vu. » Sans perdre une seconde, Dupont sortit son téléphone et contacta son équipe de la brigade criminelle. Il ordonna à ses hommes de sécuriser la zone et de faire venir des experts en technologie. Ce n'était plus une simple affaire de routine, c'était devenu une enquête de haute importance. À cet instant, Sophie n'était plus une anonyme. Elle était désormais au cœur d'une énigme. Quelques minutes plus tard, des techniciens spécialisés arrivèrent sur place équipés de matériel d'analyse. Ils commencèrent à étudier le corps et l'objet mystérieux avec des appareils de haute précision. Tout dans la salle d'autopsie semblait ralentir, l'urgence de la situation pesant sur les épaules de chacun. Julien observait la scène avec une fascination mêlée d'inquiétude, se demandant jusqu'où cette découverte allait les mener. « Inspecteur Dupont », dit l'un des techniciens en regardant de plus près l'objet métallique. « C'est un dispositif électronique, un ancien modèle de transmetteur mais modifié. » Dupont haussa un sourcil, surpris. « Un transmetteur ?» répéta-t-il, réfléchissant à ce que cela pouvait signifier. « Oui, mais pas n'importe quel transmetteur », continua le technicien. « Il semble avoir été customisé. C'est un modèle qui n'est plus en circulation depuis des décennies, mais celui-ci a été altéré pour une raison que nous ne pouvons pas encore comprendre. » Le visage de Dupont se durcit davantage. La présence de ce dispositif dans le corps de Sophie compliquait tout. Comment un tel objet avait-il pu se retrouver implanté dans le corps d'une femme en apparence ordinaire? Et pourquoi un appareil aussi étrange? Était-elle impliquée dans une affaire de grande ampleur? Ou pire encore, était-elle une victime dans une conspiration qui la dépassait? Alors que les questions s'entassaient dans l'esprit de Dupont, l'un des agents lui tendit un dossier. « Nous avons enfin une identification provisoire pour la victime », annonça-t-il. « Elle s'appelle Sophie Lambert, 32 ans, résidente de Paris. Elle a été signalée disparue il y a 3 semaines. » Dupont saisit le dossier, parcourut rapidement les détails, mais quelque chose n'allait pas. Les informations étaient maigres, presque comme si elles avaient été effacées. Aucun historique médical, aucune trace de ses proches ou de son emploi. C'était comme si Sophie avait été soigneusement effacée de la société, ou qu'elle menait une vie sous couverture. « C'est étrange », murmura Dupont en refermant le dossier. Aucune trace de son passé, rien qui puisse expliquer ce qu'elle faisait ces derniers mois. Pendant ce temps, Julien continuait l'autopsie avec une prudence extrême. Il savait que chaque étape de cette procédure pourrait révéler de nouveaux indices. Après avoir retiré le transmetteur avec délicatesse, il inspecta les organes internes de Sophie. Sa formation et son expérience l'avaient préparé à déceler les anomalies. Mais ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Le cœur de la jeune femme avait subi une opération chirurgicale inhabituelle. Certaines parties de l'organe semblaient avoir été modifiées, presque comme si elles avaient été renforcées par des techniques médicales inconnues. Julien s'arrêta net, la gorge sèche. « Inspecteur Dupont » appela-t-il à voix basse. « Il y a autre chose que vous devez voir. » Dupont s'approcha à nouveau de la table d'autopsie, son regard inquisiteur fixé sur les mains du médecin. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, fixant le cœur altéré de Sophie. « Je ne peux pas l'expliquer avec certitude » répondit Julien, la voix tremblante. « Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas une opération classique. C'est trop sophistiqué, trop expérimental. Qui que ce soit, il savait ce qu'il faisait. » Dupont fronça les sourcils. L'enquête venait de prendre une tournure encore plus sombre. Sophie Lambert n'était pas une simple victime d'un crime ordinaire. Elle semblait être le centre d'une manipulation bien plus complexe, peut-être orchestrée par des individus puissants, capables de maîtriser à la fois la technologie et la médecine d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Le mystère ne faisait que s'épaissir, et Marc Dupont savait que chaque réponse allait mener à de nouvelles questions. Derrière ce transmetteur et ses modifications médicales se cachait une vérité bien plus vaste. L'enquête se poursuivait, et l'inspecteur Marc Dupont n'arrivait pas à se détacher de la complexité du cas. À chaque nouvelle découverte, le mystère autour de Sophie Lambert s'épaississait. Son corps révélait des secrets que personne n'aurait pu prévoir, et la présence du transmetteur dans son torse n'était qu'une pièce du puzzle. Du bureau de la brigade criminelle,
Dupont fit face à une montagne de documents, tentant de retracer les dernières semaines de la vie de Sophie. Il interrogea ses contacts, fouilla les archives, mais chaque recherche semblait mener à une impasse. D'un geste exaspéré, il referma l'un des dossiers vides qui reposaient sur son bureau. Sophie n'avait laissé presque aucune trace. Son appartement avait été mis en vente peu de temps après sa disparition. Son compte bancaire n'avait pas enregistré de transactions depuis des mois. Et ses réseaux sociaux étaient figés, comme si elle avait cessé d'exister du jour au lendemain. Tout pointait vers un effacement intentionnel de son existence. Mais par qui? Dupont se leva de son bureau et observa à travers la fenêtre la vue sur Paris, les lumières de la ville scintillant dans la nuit. Il savait qu'il lui manquait quelque chose, une pièce clé qui relierait tout cela ensemble. Ce transmetteur, l'opération chirurgicale, l'absence de toute trace. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Ses pensées furent interrompues par une vibration soudaine sur son téléphone. C'était un message de l'un de ses collègues travaillant sur la technologie du dispositif découvert dans le corps de Sophie. Il l'ouvrit rapidement. « Marc, nous avons enfin pu identifier une partie du modèle du transmetteur. Il s'agit d'une technologie obsolète, mais modifiée pour être méconnaissable. Ça pourrait dater des années 1980, mais on pense qu'il a été reprogrammé récemment. C'est une technologie utilisée autrefois dans des réseaux d'espionnage en Europe de l'Est, mais jamais vue ici. Rejoins-nous au labo. » Dupont sentit une montée d'adrénaline. Il attrapa sa veste et se précipita vers le laboratoire technologique où l'équipe l'attendait. À son arrivée, il fut accueilli par Paul et Isabelle, 2 experts en cryptographie et technologie de la police. « Nous avons pu faire des progrès », annonça Paul en lui montrant l'appareil sous une lumière tamisée. Ce transmetteur était utilisé pour transmettre des données à courte distance. C'est un système de communication sécurisé, probablement utilisé pour surveiller ou relayer des informations sans laisser de traces. Dupont haussa un sourcil. Un appareil d'espionnage enfoui dans le corps d'une jeune femme parisienne? Cela paraissait de plus en plus improbable, mais l'inspecteur savait que rien ne devait être exclu. Pourquoi ce modèle? C'est vieux, obsolète, remarqua-t-il en examinant le schéma de l'appareil. C'est précisément ce qui le rend difficile à tracer, expliqua Isabelle. En utilisant une technologie ancienne, il passe inaperçu dans les systèmes modernes. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que cet appareil n'est pas destiné à émettre des informations, mais à les stocker temporairement avant de les envoyer à un autre récepteur. Dupont resta silencieux, son esprit travaillant rapidement pour assembler les pièces. Sophie Lambert, une femme de 32 ans sans histoire apparente, portait en elle un dispositif de communication modifié, similaire à ceux utilisés par des réseaux d'espionnage d'une autre époque. Mais pourquoi? Et surtout, qui lui avait implanté cet appareil? Alors qu'il réfléchissait, un autre membre de l'équipe technique entra dans la salle, un dossier à la main. « Inspecteur, nous avons aussi fouillé dans les archives concernant la disparition de Sophie Lambert. Il y a quelque chose d'étrange dans les rapports. Son dossier a été modifié après qu'elle a été déclarée disparue. Plusieurs éléments ont été effacés, comme des informations médicales et des contacts. » Dupont sentit son estomac se nouer. Cela confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Quelqu'un cherchait à effacer l'existence de Sophie, à la rendre invisible. Mais pourquoi? Avez-vous trouvé quelque chose qui puisse nous aider à retracer ces derniers jours? Demanda-t-il. Le technicien hocha la tête. Pas grand-chose. Ces relevés téléphoniques montrent des appels sporadiques à un numéro qui n'existe plus, mais juste avant sa disparition, elle a passé un appel d'urgence à un service médical. Elle a mentionné qu'elle se sentait suivie. Cela fit écho aux inquiétudes qui grandissaient dans l'esprit de Dupont. Si Sophie avait été suivie, si elle savait qu'elle était en danger, pourquoi n'avait-elle pas été protégée? Et qui avait intercepté cet appel? Il avait besoin de plus d'informations, et il savait exactement où chercher. Il retourna à son bureau, où il commença à creuser davantage dans le passé de Sophie. Il retrouva d'anciens contacts et découvrit qu'elle avait travaillé comme infirmière dans plusieurs hôpitaux de Paris avant de quitter son dernier emploi, il y a environ 6 mois. À partir de ce moment-là, son existence semblait se dissoudre. Mais un nom finit par émerger de ses recherches. Clara Martin, une ancienne collègue. Marc se hâta de contacter Clara, espérant qu'elle pourrait l'éclairer sur les derniers jours de Sophie. Après quelques appels,
Il obtint un rendez-vous dans un café discret du quartier Montmartre. Lorsqu'il rencontra Clara, il la trouva nerveuse, jetant des coups d'œil anxieux autour d'elle. « Inspecteur Dupont, » dit-elle d'une voix basse, « je n'ai pas beaucoup de temps, mais je devais vous parler. » Elle s'assit et sans perdre de temps, elle commença à parler de Sophie. Elle avait changé ces derniers mois. Elle était terrifiée. Elle disait qu'on la suivait, qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Elle travaillait sur quelque chose, mais elle ne voulait pas m'en parler. Puis elle a disparu. « Et maintenant, vous me dites qu'elle est morte ?» Les mots de Clara firent frissonner Dupont. Il savait que Sophie avait été entraînée dans quelque chose de plus sombre que ce qu'il avait initialement pensé. « Avez-vous la moindre idée de ce qu'elle enquêtait ?» demanda Dupont. Clara hésita, avant de se pencher en avant et de murmurer « Elle m'a seulement dit que cela impliquait des gens puissants, des médecins, des gens haut placés. Elle pensait que c'était lié à du trafic d'organes. » Le cœur de Dupont se serra. Le mystère autour de Sophie venait de prendre une nouvelle dimension. Le lendemain de sa rencontre avec Clara Martin, l'inspecteur Marc Dupont retourna à l'Institut médico-légal. Les informations obtenues confirmaient ce qu'il soupçonnait. Sophie Lambert était impliquée dans une affaire beaucoup plus complexe, et l'implication d'un réseau de trafic d'organes ajoutait une dimension encore plus sinistre à cette enquête. À son arrivée, Dupont trouva le docteur Julien Moreau déjà profondément concentré sur le corps de Sophie. La salle d'autopsie était remplie de dossiers ouverts, d'images radiographiques et de divers échantillons. Julien était penché au-dessus de la table d'autopsie, ses yeux fixés sur les organes qu'il avait soigneusement examinés depuis la veille. « Inspecteur », salua Julien sans détourner le regard du corps. « J'ai fait quelques découvertes supplémentaires. » Dupont s'avança vers la table, sentant une tension grandissante dans la voix de Julien. Le médecin légiste se redressa et lui tendit plusieurs radios qu'il avait prises lors de son examen approfondi. « Regardez cela », dit Julien en pointant du doigt une image du thorax de Sophie. Son cœur a subi des modifications chirurgicales très sophistiquées, mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé des anomalies dans ses reins et son foie. Dupont scruta les radios avec attention. Les organes internes de Sophie montraient des cicatrices subtiles, presque invisibles à l'œil nu, qui indiquaient des opérations récentes. Mais ce qui alarmait le plus Julien, c'était la présence de tissus synthétiques à l'intérieur du corps, comme si ces organes avaient été partiellement remplacés par des matériaux artificiels. C'est comme si son corps avait été modifié pour des raisons que je ne peux pas encore comprendre, poursuivit Julien, en baissant légèrement la voix. Ces procédures sont beaucoup trop avancées pour être simplement des opérations médicales ordinaires. Elles ressemblent davantage à des expérimentations. Dupont fronça les sourcils, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Sophie n'était pas simplement une victime ordinaire. Il était de plus en plus clair que quelqu'un l'avait utilisée à des fins obscures, et ce quelqu'un disposait de technologies et de moyens médicaux extrêmement sophistiqués. « Est-ce que ces organes sont fonctionnels ?» demanda Dupont après un moment de silence. Julien hocha la tête, mais son expression restait sombre. « Oui, il fonctionne, mais ce n'est pas naturel. Son foie, par exemple, a été prélevé et réimplanté. Je pense que ces organes ont été modifiés pour dissimuler quelque chose. Cela correspond à ce que Clara vous a dit. Si Sophie enquêtait sur un trafic d'organes, il est probable qu'elle en ait été une victime directe. » L'idée que Sophie ait pu être utilisée dans un réseau de trafic d'organes expérimentaux donna à Dupont une sensation de malaise profond. Il avait affaire à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'avait anticipé. Ces modifications chirurgicales ne visaient pas simplement à maintenir Sophie en vie, elles faisaient probablement partie d'une manipulation plus large. Pendant que Dupont réfléchissait à la prochaine étape, Julien s'approcha d'un autre échantillon, cette fois des tissus prélevés autour du transmetteur trouvé dans son corps. Il les analysait depuis des heures. « Il y a autre chose », dit Julien, la voix tendue. « Le transmetteur que nous avons retiré ne semble pas avoir été implanté récemment. Je pense que cela fait des années qu'il est dans son corps. »« Des années ?» répéta Dupont incrédule. « Mais pourquoi? Et à quelle fin ?» Julien haussa les épaules. « Je ne peux pas encore répondre à ces questions, mais ce que je sais, c'est que ce genre de technologie n'est pas couramment utilisé. Il s'agit probablement d'un dispositif d'espionnage ou de surveillance. Peut-être que Sophie était surveillée depuis longtemps, bien avant qu'elle ne disparaisse.
l'information frappa Dupont de plein fouet. Non seulement Sophie avait été modifiée physiquement, mais elle avait également été utilisée comme vecteur pour transporter des informations sensibles. Le réseau de trafic d'organes dans lequel elle semblait impliquée était peut-être lié à une conspiration plus vaste, un réseau clandestin qui utilisait des individus à des fins inhumaines. Le mystère s'approfondissait encore. Il est clair que ceux qui ont fait ça à Sophie vont essayer de couvrir leurs traces. Julien acquiesça, sachant que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Les deux hommes échangèrent un dernier regard avant que Dupont ne sorte de la salle d'autopsie, déterminé à trouver les responsables de cette horreur. Après avoir découvert l'ampleur des modifications subies par Sophie Lambert, l'inspecteur Marc Dupont savait qu'il devait agir rapidement. Il avait déjà perdu trop de temps et la menace qui planait sur lui et sur l'enquête s'intensifiait. Les personnes responsables de ce réseau de trafic d'organes ne reculaient devant rien pour protéger leurs secrets. Tandis qu'il réfléchissait aux prochaines étapes, Dupont reçut un appel d'une source inattendue. Clara Martin, l'ancienne collègue de Sophie, semblait vouloir en dire plus. Quelques jours plus tôt, elle s'était montrée nerveuse, terrifiée même. Mais maintenant, elle insistait pour le revoir. Ils convinrent de se rencontrer à un café discret, loin des regards indiscrets, dans une petite rue de Montparnasse. Lorsqu'il arriva au lieu de rendez-vous, Dupont trouva Clara assise à une table isolée, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Elle regardait nerveusement par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être suivie. Le regard de Clara se posa sur Dupont, et elle lui fit signe de s'asseoir. « Merci d'être venu », dit-elle d'une voix basse et pressée. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que je suis suivi. » Dupont se raidit en entendant ces mots. Il savait qu'ils avaient affaire à une organisation dangereuse, mais cette révélation montrait à quel point Clara était en danger. « Clara, vous pouvez parler librement ici. Dites-moi tout ce que vous savez sur Sophie et ce qu'elle enquêtait. » Elle prit une profonde inspiration et, malgré la peur visible sur son visage, commença à raconter l'histoire. « Sophie et moi avons travaillé ensemble à l'hôpital pendant quelques années. C'était une infirmière brillante, très respectée. Mais il y a environ 1 an, elle a commencé à changer. Elle devenait de plus en plus méfiante, inquiète. Elle disait qu'elle sentait qu'on l'observait. J'ai essayé de lui parler, mais elle s'éloignait de moi, comme si elle avait peur de me mettre en danger. » Clara s'arrêta, regardant autour d'elle, avant de poursuivre. « Elle m'a confié, quelques semaines avant sa disparition, qu'elle avait découvert quelque chose de terrible. Elle avait trouvé des anomalies dans les registres médicaux de certains patients, des dossiers qui montraient des opérations chirurgicales suspectes. Des patients disparaissaient après leurs soins, et leurs organes semblaient avoir été prélevés sans leur consentement. Elle pensait que des médecins haut placés étaient impliqués dans un réseau de trafic d'organes. Le cœur de Dupont se serra. Cela confirmait les pires craintes de l'enquête. Sophie avait probablement découvert un réseau de trafic d'organes clandestin qui s'étendait au-delà du simple milieu médical. Et elle avait tenté de l'exposer, mais cela lui avait coûté la vie. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt ?» demanda Dupont, essayant de rester calme malgré l'urgence de la situation. Clara baissa la tête, visiblement honteuse. « Je ne savais pas à qui faire confiance. Je pensais que si je parlais, il s'en prendrait à moi. Mais après ce qui est arrivé à Sophie, je ne pouvais plus rester silencieuse. » Elle leva soudainement les yeux, ses pupilles dilatées par la peur. Elle avait parlé d'un homme, un chirurgien. Je ne sais pas son nom, mais elle m'a dit qu'il était très influent, qu'il avait des connexions dans le gouvernement. Je pense que c'est lui qui dirige ce réseau. Dupont prit une note mentale de cette information. Un chirurgien influent avec des connexions politiques. Cela pourrait expliquer comment un tel réseau pouvait opérer en toute impunité. Il lui demanda si elle avait plus de détails, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Clara sonna, la faisant sursauter. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'écran avant de paniquer. « Il faut que je parte », murmura-t-elle en se levant précipitamment. « Je suis désolée, je ne peux pas rester ici. » Elle s'en alla presque en courant, laissant Dupont perplexe et inquiet. Il tenta de la suivre, mais elle disparut rapidement dans les rues sinueuses de Montparnasse. Une ombre pesante s'abattit sur l'inspecteur. Clara était en danger, tout comme l'avait été Sophie. De retour à son bureau, Dupont ordonna immédiatement une protection pour Clara.
Mais à peine avait-il terminé qu'il reçut un appel qui fit monter l'angoisse en lui. Clara avait eu un accident. Elle avait été percutée par une voiture à quelques rues du café. Bien que les premiers rapports indiquaient un accident de la circulation, Dupont savait que ce n'était pas une coïncidence. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il se fit confirmer ses pires craintes. Clara était dans un état critique et les chances qu'elle survive étaient minces. Il tenta d'obtenir des réponses du personnel médical, mais la peur se lisait sur les visages. Clara avait été réduite au silence avant même d'avoir pu révéler tout ce qu'elle savait. L'enquête de Dupont venait de prendre une tournure encore plus sombre. Ceux qui étaient derrière cette conspiration avaient un pouvoir considérable, capable de faire disparaître des personnes qui en savaient trop, sans laisser de traces. Au même moment, Julien Moreau était confronté à une situation tout aussi inquiétante. De retour chez lui après une longue journée à l'Institut médico-légal, il fut approché par une silhouette mystérieuse qui l'attendait devant son appartement. L'homme portait un manteau noir et semblait surgir de l'ombre. « Docteur Moreau », dit-il d'une voix basse et menaçante, « il serait dans votre intérêt d'abandonner cette autopsie. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. » Julien se figea. Il n'avait jamais été confronté à une telle menace directe. L'homme ne lui laissa pas le temps de répondre, avant de s'éloigner dans la nuit, laissant Julien secoué et effrayé. Cette confrontation confirmait que l'autopsie de Sophie mettait en lumière des secrets que certains étaient prêts à tuer pour protéger. Sans perdre une minute, Julien contacta Dupont pour lui faire part de l'incident. Les deux hommes se rendirent rapidement à l'évidence. Ils étaient désormais eux aussi des cibles. Leurs vies étaient en danger, et l'enquête qu'ils menaient les confrontait à une organisation bien plus puissante qu'ils ne l'avaient imaginée. Les événements récents avaient considérablement augmenté la pression sur Marc Dupont et le docteur Julien Moreau. Le mystérieux réseau derrière la mort de Sophie Lambert semblait omniprésent, prêt à éliminer quiconque s'approchait de trop près de la vérité. La mort de Clara Martin n'était pas un accident. Dupont en était désormais certain. Ce n'était que la première d'une longue série de menaces pesant sur leur enquête. Après l'agression à domicile que Julien avait subie la veille, il se sentit en danger constant. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il ne put s'empêcher de jeter des regards nerveux autour de lui. Chaque ombre, chaque bruit inhabituel dans la rue éveillait en lui une terreur sourde. Il savait que l'organisation responsable de la mort de Sophie n'hésiterait pas à le réduire au silence s'il continuait à examiner de trop près les anomalies dans son corps. Pourtant, il était résolu à ne pas abandonner. De son côté, Dupont s'efforçait de protéger son équipe et de suivre toutes les pistes. Le décès soudain de Clara avait renforcé sa conviction que l'enquête prenait des proportions incontrôlables. Plus il avançait, plus les indices semblaient de pointer vers des figures puissantes dans le domaine médical, peut-être même au sein des cercles gouvernementaux. Mais chaque fois qu'il approchait d'une piste prometteuse, celle-ci se refermait brutalement, laissant peu de preuves tangibles. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Dupont reçut un appel d'un numéro inconnu. Sa première réaction fut de ne pas répondre, mais un pressentiment l'incita à décrocher. « Inspecteur Dupont » dit une voix grave à l'autre bout de la ligne. « Vous devriez arrêter votre enquête. Vous vous engagez sur un chemin dangereux. Vous et le docteur Moreau. » Dupont se redressa dans son fauteuil, sentant son cœur s'accélérer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, tentant de maintenir une voix calme malgré la montée d'adrénaline. La personne à l'autre bout laissa planer un silence avant de répondre. « Disons simplement que je suis quelqu'un qui sait comment fonctionne ce système. Si vous continuez, vous n'aurez pas seulement votre carrière en jeu, mais aussi votre vie. Ce que vous cherchez est protégé par des gens beaucoup plus puissants que vous ne l'imaginez. » Avant que Dupont ne puisse répliquer, la ligne se coupa. L'inspecteur resta un instant immobile, le téléphone encore dans la main, réalisant que cette menace ne venait pas d'un simple criminel. C'était une mise en garde venant de quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui connaissait l'existence du réseau et qui voulait qu'il cesse d'enquêter. Immédiatement, il appela Julien pour le prévenir. « Julien, nous sommes surveillés. On essaie de nous faire taire. On va devoir être extrêmement prudent à partir de maintenant. Ils nous ont avertis, mais on ne peut pas abandonner maintenant. » Le médecin légiste, bien que terrorisé, se montra d'accord. Ils savaient tous les deux que renoncer signifierait laisser ces crimes impunis, mais cela signifiait aussi risquer leur vie. Le lendemain matin,
Dupont organisa une réunion avec ses collègues les plus proches. Il leur expliqua la situation. L'enquête touchait à une organisation bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé au départ, et les menaces qui pesaient sur eux devaient être prises au sérieux. Marc savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne en dehors de ce cercle restreint, car il était désormais certain que certains membres des forces de l'ordre étaient compromis. « Nous devons rester discrets », ordonna-t-il. « Il est évident que des figures puissantes veulent enterrer cette affaire. Tout le monde ici doit prendre des précautions et faire profil bas. Aucun document ne doit sortir d'ici. » Pendant que l'équipe de Dupont planifiait ses prochaines actions avec la plus grande prudence, Julien poursuivait son travail à l'Institut médico-légal. Mais cette fois, il ne travaillait plus seul. Craignant pour sa sécurité, il avait demandé à Dupont de lui assigner un garde du corps, un policier de confiance qui surveillait ses déplacements. Pourtant, même avec cette protection, Julien ne pouvait s'empêcher de sentir une présence constante, comme s'il était épié à chaque instant. Loin de baisser les bras, Julien continua à analyser les échantillons prélevés sur le corps de Sophie. Il découvrit que les modifications subies par ses organes étaient encore plus étendues que ce qu'il avait initialement pensé. Outre son cœur et ses reins, son foie et ses poumons avaient également été partiellement remplacés par du tissu artificiel. Il semblait clair que Sophie avait été utilisée comme cobaye dans des expériences médicales. Mais qui était derrière ces manipulations? Et surtout, pourquoi, un matin, alors que Julien s'apprêtait à se rendre à l'hôpital, il reçut une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur, il trouva une simple note manuscrite. « Arrêtez maintenant, ou vous serez le prochain. » Il savait que les menaces devenaient de plus en plus explicites et que chaque jour qui passait augmentait le risque. Il montra la lettre à Dupont lors de leur prochaine réunion. L'inspecteur était tout aussi préoccupé. « Il nous surveille de près », dit Dupont en relisant la note. « Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Au contraire, cela signifie que nous sommes sur la bonne piste. »« Je sais », répondit Julien, en serrant les dents. « Mais cette histoire commence à ressembler à une partie d'échecs où nous sommes les pions, et ils n'hésiteront pas à nous sacrifier si nous nous rapprochons trop de la vérité. » Malgré le danger imminent, Dupont décida de prendre les devants. Il lança une nouvelle investigation plus approfondie sur les médecins associés à Sophie, en particulier ceux qui avaient travaillé avec elle avant sa disparition. L'un des noms récurrents était celui du docteur Laurent Morel, un chirurgien très respecté dans le milieu médical parisien, mais qui semblait avoir des liens avec des activités louches. C'était peut-être lui, le mystérieux chirurgien influent dont Clara avait parlé. Sans perdre de temps, Dupont et son équipe commencèrent à surveiller les mouvements de Morel. Ils découvrirent qu'il était régulièrement en contact avec des personnalités de haut niveau dans le milieu politique, renforçant les soupçons sur l'existence d'une conspiration beaucoup plus large. Cependant, il manquait encore de preuves solides pour l'incriminer directement. Alors qu'ils poursuivaient discrètement leurs recherches, Dupont reçut un nouveau coup de fil anonyme. « Vous commencez à comprendre, inspecteur Dupont », dit la voix mystérieuse. « Mais il est trop tard, vous ne pouvez plus reculer, et bientôt vous verrez de vos propres yeux ce que nous faisons aux intrus. » La menace était claire. L'étau se resserrait autour d'eux. Dupont et Julien étaient maintenant plongés au cœur d'un jeu mortel, où ils ne savaient pas qui étaient de leurs alliés ou leurs ennemis. La menace invisible planait au-dessus d'eux, et ils savaient que le prochain mouvement pourrait être décisif, non seulement pour eux, mais aussi pour toute l'enquête. Alors que l'enquête de Marc Dupont progressait, chaque découverte semblait révéler un mystère encore plus profond. L'attention se tournait désormais vers le docteur Laurent Morel, un chirurgien influent qui, selon les informations recueillies, entretenait des relations étroites avec des cercles politiques et financiers. Mais Dupont savait que pour comprendre pleinement ce qui avait conduit à la mort de Sophie Lambert, il devait découvrir davantage sur son passé. La première étape fut de creuser dans les archives personnelles et professionnelles de Sophie. Grâce à quelques contacts fiables dans l'administration, Dupont put accéder à des dossiers qui avaient été soigneusement effacés. Il découvrit que Sophie n'était pas simplement une infirmière, comme on le croyait jusque-là. Son implication dans le milieu médical allait bien au-delà des soins qu'elle prodiguait. En fouillant dans son passé, Dupont réalisa que Sophie avait travaillé comme chercheuse au sein d'un projet médical secret, financé par des fonds privés.
Ce projet portait sur des expérimentations avancées dans le domaine de la transplantation d'organes. Il s'agissait d'un programme qui officiellement n'existait pas, mais en grattant sous la surface, Dupont comprit que ce projet avait été utilisé comme couverture pour des expériences illicites sur des sujets humains. Cette révélation changeait tout. Sophie n'avait pas seulement découvert le réseau de trafic d'organes, elle avait été directement impliquée dans la recherche qui permettait à ce réseau de fonctionner. Sa mort n'était donc pas une simple coïncidence. Elle avait peut-être essayé de démanteler le système de l'intérieur, et c'est ce qui l'avait mené à sa perte. En analysant ces informations, Dupont se rendit compte que Sophie menait une double vie. Derrière son apparence d'infirmière bienveillante, elle œuvrait en secret pour exposer ce trafic sordide. En collaboration avec d'autres chercheurs dissidents, elle avait commencé à accumuler des preuves contre le réseau. Mais avant qu'elle n'ait pu rendre ces informations publiques, elle avait disparu. Julien Moreau, de son côté, poursuivait ses analyses des échantillons du corps de Sophie. Plus il progressait, plus il devenait évident que Sophie n'était pas simplement une victime, mais une martyre dans une guerre secrète. Ses organes portèrent des traces d'expérimentation médicale qui allaient de bien au-delà des protocoles éthiques connus. Un matin, Dupont reçut un coup de fil d'un ancien collègue de Sophie, une certaine Marie Leclerc, qui travaillait autrefois avec elle dans ce projet de recherche secret. Marie était réticente à parler, mais elle finit par accepter de rencontrer Dupont dans un endroit sûr. Ils se retrouvèrent dans un café discret près du jardin du Luxembourg. Marie avait l'air fatiguée, ses yeux cernés par des nuits sans sommeil. Elle semblait constamment sur ses gardes, comme si elle s'attendait à être suivie. « Inspecteur Dupont » dit-elle à voix basse. « Je ne peux pas rester longtemps. Ce que je vais vous dire met ma vie en danger. » Dupont hocha la tête, lui assurant qu'elle serait protégée. Sophie savait ce qui se passait. Elle a découvert que le projet de recherche auquel nous participions était une couverture. Officiellement, nous devions trouver des moyens d'améliorer les greffes d'organes pour les rendre plus accessibles. Mais en réalité, le projet était financé par des gens très puissants, des gens qui se servent de la médecine pour leurs propres fins. Marie fit une pause, jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de continuer. Nous avons découvert que des patients disparaissaient après leurs opérations. Leur dossier était effacé, tout comme leur vie. Sophie a essayé de recueillir des preuves, mais elle a été repérée. Elle m'avait dit qu'elle était suivie, qu'elle avait peur. Les mots de Marie confirmaient ce que Dupont soupçonnait. Sophie n'était pas seulement une infirmière impliquée par accident, elle avait sciemment mis sa vie en danger en s'approchant trop près de la vérité. Pourquoi n'a-t-elle pas quitté le projet plus tôt? Si elle savait qu'elle risquait sa vie, pourquoi rester? Demanda Dupont. Marie baissa les yeux, les mains tremblantes. Parce qu'elle croyait qu'elle pouvait tout arrêter. Elle pensait qu'en exposant ces personnes, elle pourrait sauver d'autres vies. Mais elle ne savait pas à quel point ils étaient puissants. Elle n'avait aucune chance. L'inspecteur resta silencieux un moment. Cette révélation donnait un nouveau sens à tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Sophie s'était battue jusqu'au bout, mais le réseau qui se cachait derrière ces expériences macabres était bien trop grand pour elle. « Ah, qui dirige ce réseau ?» demanda Dupont d'une voix grave. Marie hésita avant de répondre. « Je ne sais pas exactement qui tire les ficelles, mais je sais que le docteur Laurent Morel en fait partie. C'est lui qui supervisait la plupart des opérations. Il était très proche de Sophie au début, puis quand il a compris qu'elle fouinait dans des dossiers qui ne la concernaient pas, il s'est retourné contre elle. » Dupont hocha la tête. Il avait enfin un lien tangible entre Sophie et Morel, mais cela ne suffirait pas. Il avait besoin de preuves solides pour l'inculper. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité sur Sophie, il savait qu'il approchait du cœur de cette conspiration. Après sa conversation avec Marie, Dupont retourna au bureau, déterminé à trouver un moyen d'accéder au dossier secret de Morel. Avec l'aide de son équipe restreinte, il mit en place une surveillance discrète sur le chirurgien. Il devait jouer serré, car Morel était protégé par des gardes du corps et des contacts puissants qui le mettaient à l'abri de toute investigation directe. Pendant ce temps, Julien, qui continuait à analyser le corps de Sophie, découvrit des preuves encore plus troublantes. Outre les organes modifiés, il trouva des traces d'un sérum inconnu dans le sang de Sophie, un composé chimique qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il envoya un échantillon à un laboratoire externe pour analyse, espérant obtenir des réponses sur la nature de ce produit,
et son rôle dans les expériences menées sur elle. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Sophie était bien plus qu'une simple victime. Elle était une héroïne silencieuse, ayant sacrifié sa vie dans l'espoir de détruire un réseau clandestin qui manipulait la vie humaine pour en tirer profit. Dupont et Julien étaient déterminés à ne pas laisser son sacrifice être en vain. Mais ils savaient que pour achever cette quête de justice, ils devraient affronter des adversaires puissants qui n'hésitèrent pas à les faire disparaître s'ils devenaient une menace. Avec de nouveaux indices révélant l'implication directe de Sophie Lambert dans un réseau médical clandestin, l'inspecteur Marc Dupont savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant que leurs ennemis ne passent à l'action pour enterrer l'enquête. Le docteur Julien Moreau continuait à analyser le corps de Sophie, tandis que Dupont se concentrait sur l'élément central de cette affaire, le mystérieux dispositif trouvé à l'intérieur de son corps. Ce petit appareil métallique, découvert lors de l'autopsie, était la clé pour comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Après plusieurs jours de travail acharné, Dupont obtint enfin une percée. L'appareil avait été envoyé à Émilie Rousseau, une experte en cryptographie que Dupont connaissait depuis longtemps. Elle était l'une des meilleures dans son domaine, capable de déchiffrer les systèmes de sécurité les plus complexes. Dupont arriva à son laboratoire de cryptographie en fin de matinée. Émilie était déjà penchée sur l'appareil, entourée de plusieurs écrans affichant des lignes de code et des schémas électroniques. Ses doigts dansaient sur le clavier, analysant chaque fragment d'information contenu dans le dispositif. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Dupont en entrant dans la salle. Émilie leva les yeux de son travail et hocha la tête avec une expression grave. « Oui, et c'est bien pire que ce que je pensais. Ce dispositif n'est pas seulement un simple émetteur. Il contient des données cryptées et j'ai réussi à en déchiffrer une partie. » Elle fit pivoter un de ses écrans vers Dupont, révélant une série de fichiers récemment décryptés. Dupont se pencha en avant pour mieux comprendre les données. « Ces fichiers, expliqua Émilie, sont en fait une base de données. Ils contiennent une liste de noms, des médecins, des personnalités influentes et d'autres personnes qui semblent toutes liées à des opérations de transplantation d'organes clandestines. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des informations détaillées sur des expériences illégales menées sur des patients. Et Sophie Lambert faisait partie de ceux qui essayaient de collecter ces informations pour les exposer. » Les yeux de Dupont se plissèrent en examinant les noms. Il reconnut plusieurs d'entre eux, des chirurgiens renommés, des politiciens de haut rang et même des membres influents de l'industrie pharmaceutique. Tout se mettait en place. Ce réseau n'était pas seulement un groupe de médecins corrompus, mais un système bien organisé impliquant des gens très haut placés. « C'est énorme », murmura Dupont en parcourant la liste. « Si ces informations sortent, cela pourrait faire tomber des figures majeures du milieu médical et politique. » Émilie hocha la tête, l'air préoccupé. « Oui, mais c'est exactement pourquoi ils sont prêts à tout pour garder ces informations secrètes. Sophie a réussi à insérer ces données dans son corps avant sa mort. C'était probablement sa seule chance de les faire sortir en vie. » L'idée que Sophie ait risqué sa vie pour transmettre ces informations secoua Dupont. Elle savait qu'elle était traquée et en insérant ces données dans son propre corps, elle avait tenté de protéger la vérité, même après sa mort. « Il y a autre chose », ajouta Émilie, en tapotant sur son clavier pour ouvrir un autre fichier. « Il y a un message codé, probablement laissé par Sophie elle-même. » Dupont se pencha attentif alors que Émilie déchiffrait le message. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu. J'ai découvert des choses terribles, des crimes commis au nom de la médecine. Ne laissez pas ces gens s'en tirer. Utilisez ces informations. Exposez-les. C'est la seule façon de les arrêter. » Le silence s'abattit dans la pièce après que Émilie eut fini de lire à voix haute. Dupont sentit une vague de détermination monter en lui. Sophie avait sacrifié sa vie pour ces informations, et il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. « Tu as pu accéder à toutes les données ?» demanda Dupont, cherchant à savoir jusqu'où ces informations pouvaient les mener. Émilie secoua la tête. « Pas encore. Le cryptage est complexe, et il y a des parties des fichiers qui sont encore inaccessibles. Mais ce que j'ai déchiffré jusqu'à présent est déjà suffisamment incriminant pour faire tomber plusieurs figures importantes. » Dupont serra les poings. Il avait maintenant une preuve tangible du réseau de trafic d'organes et des expérimentations illégales. Mais il savait que cela ne suffisait pas. Il devait encore rassembler plus de preuves pour s'assurer que chaque personne impliquée dans cette horreur soit traduite en justice.
Émilie continue de déchiffrer le reste. Je dois trouver un moyen de faire sortir ces informations en toute sécurité, dit-il avant de quitter le laboratoire. Pendant ce temps, Julien Moreau travaillait toujours sur les résultats des échantillons du corps de Sophie. Les analyses du sérum inconnu qu'il avait découvert dans son sang étaient enfin arrivées. Il s'agissait d'un composé chimique expérimental, conçu pour altérer le système immunitaire des patients afin de faciliter la transplantation d'organes étrangers sans rejet. Cela confirmait que Sophie avait été utilisée dans des expériences médicales non autorisées. Julien prit immédiatement contact avec Dupont pour lui faire part de cette nouvelle découverte. « Marc, j'ai les résultats des analyses. Ils utilisaient Sophie comme cobaye pour tester des procédures de transplantation expérimentale. Ce sérum qu'ils ont injecté dans son corps est incroyablement dangereux. S'il est utilisé à grande échelle, cela pourrait causer des désastres médicaux. » Dupont resta silencieux un instant avant de répondre. « Ça confirme tout. Ils utilisèrent des patients comme Sophie pour tester des méthodes de greffes illégales. Mais pourquoi ? Je ne suis pas sûr, répondit Julien. Mais il semble que ce réseau cherchait à perfectionner des techniques pour vendre des organes modifiés. Ils voulaient contourner les lois sur la transplantation pour augmenter leurs profits. La gravité de la situation devenait de plus en plus claire. Ce réseau ne se contentait pas de voler des organes. Il les modifiait pour les vendre à des prix exorbitants sur le marché noir. Et Sophie, en découvrant cela, était devenue une menace à éliminer. Avec les nouvelles informations en main, Dupont et Julien comprenaient maintenant l'étendue de la conspiration. Mais ils savaient que cela ne suffirait pas. Ils devaient agir rapidement avant que le réseau ne découvre qu'ils avaient décrypté les données du dispositif. Alors que la nuit tombait sur Paris, Dupont organisa une réunion secrète avec son équipe la plus restreinte. Il savait que des personnes au sein même de la police pouvaient être compromises. Le temps pressait, et le réseau allait sans doute tenter de les arrêter avant qu'ils ne puissent rendre ces informations publiques. La prochaine étape était cruciale. Ils devaient localiser Laurent Morel et découvrir comment il était connecté à ce réseau. Mais Dupont savait que plus ils approchèrent de la vérité, plus les risques pour leur propre vie augmentaient. L'étau se resserrait autour de Marc Dupont et du docteur Julien Moreau. Après avoir décrypté les informations cruciales contenues dans le dispositif trouvé dans le corps de Sophie Lambert, il était évident que l'organisation derrière ce réseau de trafic d'organes allait réagir. Les noms des médecins, politiciens et figures influentes impliquées dans ces pratiques criminelles étaient désormais entre leurs mains. Mais cette victoire venait avec un prix. Ils savaient qu'ils étaient devenus des cibles. Dupont décida de ne pas perdre de temps. Avec son équipe restreinte, composée uniquement de personnes de confiance, il mit en place une surveillance rapprochée sur le docteur Laurent Morel, la pièce centrale de cette conspiration. Ils étaient convaincus que Morel était non seulement impliqué dans le réseau, mais qu'il en était l'un des principaux architectes. En parallèle, Julien avait intensifié ses analyses pour rassembler toutes les preuves médicales qui permettraient de démasquer le réseau. Il savait qu'il ne suffisait pas d'accuser Morel. Il fallait le prendre sur le fait et lier chaque élément à ses activités criminelles. Chaque minute comptait, et les pressions comme les menaces devenaient de plus en plus palpables. C'est ainsi que Dupont apprit, grâce à l'une de ses sources, que Morel devait rencontrer d'autres membres influents du réseau dans une villa isolée, en périphérie de Paris. Cette réunion était leur meilleure chance d'agir et d'arrêter ces individus avant qu'ils ne puissent couvrir leurs traces. Mais Dupont savait aussi qu'il jouait à un jeu dangereux. Si le réseau avait des taupes dans la police, n'importe quelle opération pouvait être compromise. Un plan fut élaboré. Dupont et ses hommes interviendraient lors de cette rencontre secrète, espérant surprendre Morel et ses complices en pleine discussion. Mais ils devaient agir avec prudence. Un faux pas, et non seulement Morel s'enfuirait, mais l'ensemble du réseau pourrait disparaître dans l'ombre pour de bon. Le soir venu, Dupont, armé de preuves solides et accompagné d'une petite équipe d'élite, se rendit à la villa. Ils avaient bloqué discrètement les routes d'accès, s'assurant que personne ne puisse fuir. La tension était palpable tandis qu'ils attendaient que tous les participants à la réunion soient présents. À l'intérieur de la villa, Morel discutait avec plusieurs autres hommes, des personnalités influentes qui semblaient sûres de leur impunité. Le chirurgien parlait calmement, détaillant comment les nouvelles techniques médicales développées dans leur laboratoire secret allaient révolutionner le marché noir des organes.
Ils décrivaient avec froideur comment ils avaient utilisé des patients vulnérables, comme Sophie Lambert, pour tester leur méthode. « Nous avons presque perfectionné le procédé », disait Morel d'une voix tranquille. « Bientôt, nous pourrons vendre des organes modifiés qui ne seront jamais rejetés par le corps humain. Et à des prix que seuls les plus riches pourront se permettre. Personne ne se souciera de la provenance de ces organes, tant que les résultats seront garantis. » Ces paroles trahissaient l'ampleur de sa cruauté. Pour Dupont, qui écoutait à travers un micro dissimulé, c'était la preuve définitive de l'implication de Morel dans cette horreur. Il avait attendu ce moment depuis longtemps, mais maintenant, il devait agir vite. Il fit signe à son équipe de se préparer. L'intervention devait être rapide et chirurgicale. Quelques secondes plus tard, la porte de la villa fut défoncée et l'équipe d'intervention pénétra dans la salle. Morel et ses complices n'eurent pas le temps de réagir avant que Dupont et ses hommes ne les maîtrisent. « Police, ne bougez plus !» hurla Dupont en brandissant son arme. Les hommes autour de la table, pris par surprise, levèrent les mains en signe de reddition. Mais Morel, avec un calme glaçant, esquissa un sourire méprisant. « Vous pensez vraiment pouvoir tout arrêter avec quelques preuves, Dupont ?» lança-t-il, les yeux glacés fixés sur l'inspecteur. « Vous n'avez aucune idée de la portée de cette organisation. Nous ne sommes qu'une petite partie d'un système bien plus vaste. Si vous nous arrêtez, d'autres prendront notre place. » Dupont ne répondit pas, mais son regard dur laissait deviner sa détermination. Morel continuait de parler, sûr de son impunité, sûr. « Même si vous parvenez à m'arrêter, il y en aura d'autres. Ce réseau est bien trop grand pour que vous puissiez le détruire. Vous croyez vraiment que quelques arrestations suffiront à tout démanteler ? » Malgré la provocation, Dupont savait qu'il avait fait un pas décisif. Arrêter Morel n'allait pas détruire tout le réseau du jour au lendemain, mais c'était le début de la fin. En arrêtant une figure aussi influente, il ouvrirait la voie à des enquêtes plus vastes, à des révélations publiques qui exposeraient enfin les rouages de cette machine criminelle. Tandis que les complices de Morel étaient menottés et emmenés sous bonne garde, Dupont interrogea rapidement le chirurgien. Morel, bien qu'arrogant, savait que son jeu était fini. Cependant, il n'allait pas tomber seul. « Qui d'autre est impliqué ?» demanda Dupont d'un ton ferme. Morel se contenta de sourire. « Vous le découvrirez bien assez tôt, mais ce n'est pas moi que vous devriez craindre. Ceux qui sont au sommet de cette organisation ne reculeront devant rien pour protéger leurs intérêts. Vous n'êtes qu'au début d'un long chemin, Dupont. Bon courage. » Ces dernières paroles flottèrent dans l'air alors que Morel était emmené. Dupont savait qu'il disait la vérité. Ils avaient peut-être frappé un grand coup ce soir, mais la bataille était loin d'être terminée. De retour au quartier général, Dupont retrouva Julien, qui avait suivi l'opération depuis le poste de commandement. Les deux hommes échangèrent un regard lourd de signification. Ils avaient réussi à faire tomber une partie de l'organisation, mais ils savaient que des ramifications bien plus importantes attendaient d'être découvertes. « On ne peut pas s'arrêter maintenant », dit Julien, résolu. « Sophie a sacrifié sa vie pour dévoiler cette vérité. Nous devons poursuivre jusqu'à ce que chaque personne impliquée paie pour ce qu'elle a fait. » Dupont acquiesça. Les preuves étaient là, et bien que Morel soit désormais derrière les barreaux, l'organisation qui l'avait protégé et financé était encore bien active. Le combat était loin d'être terminé. Malgré l'arrestation de Laurent Morel et de plusieurs de ses complices, l'affaire restait loin d'être résolue. Marc Dupont et le docteur Julien Moreau savaient que cette victoire n'était qu'un début. Le réseau criminel qu'ils cherchaient à démanteler s'étendait bien au-delà de quelques médecins corrompus. Des figures puissantes, aussi bien dans le milieu médical que politique, étaient impliquées, et ces personnes feraient tout pour éviter d'être exposées. Les jours qui suivirent furent remplis d'incertitudes. Le procès de Morel allait avoir lieu, mais Dupont savait que l'organisation ferait tout pour saboter l'affaire avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Des rumeurs circulaient déjà sur des témoins intimidés, des preuves potentiellement dissimulées, et même sur des pressions exercées au sein du système judiciaire pour minimiser l'impact du procès. Dans cette atmosphère tendue, Dupont et Julien décidèrent de rendre publiques certaines des informations qu'ils avaient recueillies. Avec l'aide de Émilie Rousseau, l'experte en cryptographie, ils compilèrent un dossier détaillé contenant toutes les preuves concernant le réseau de trafic d'organes, les expérimentations illégales et les noms des personnes impliquées.
Ils prirent la décision courageuse de contacter des journalistes d'investigation de confiance. Un matin, Dupont et Julien se retrouvèrent dans les bureaux du Le Monde, l'un des journaux les plus influents de France, pour partager leurs découvertes avec un groupe de journalistes spécialisés dans les affaires criminelles. Le cœur battant, Dupont expliqua comment Sophie Lambert avait découvert ce réseau et tenté de l'exposer, avant d'être réduite au silence. Sophie était une héroïne silencieuse, dit Dupont à la presse. Elle savait qu'en révélant ce qu'elle avait découvert, elle mettait sa vie en danger. Mais elle l'a fait quand même. Ce réseau a utilisé des êtres humains comme des cobayes, pour des expériences que nous pensions impossibles en plein Paris. Les journalistes écoutaient avec attention, notant chaque détail. Leurs questions fusèrent, et bientôt l'histoire de Sophie devint le cœur d'une enquête médiatique d'ampleur nationale. Le lendemain, l'affaire fit la une des journaux, et la pression publique monta rapidement. Mais l'organisation ne comptait pas rester silencieuse. À peine l'article publié, Dupont et Julien commencèrent à recevoir des messages de menaces, des avertissements clairs qu'ils s'étaient attaqués à des forces bien plus grandes qu'eux. Un soir, alors que Julien rentrait chez lui, il fut accosté par deux hommes dans une ruelle sombre. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, ils l'attaquèrent. Ils lui laissèrent un avertissement brutal. « Arrêtez l'enquête ou vous serez le prochain à disparaître. » Julien, gravement blessé, fut retrouvé par un passant et transporté à l'hôpital. Dupont, en apprenant la nouvelle, sentit une rage froide monter en lui. Son ami et collègue avait risqué sa vie pour cette affaire, et maintenant, le réseau cherchait à le réduire au silence, tout comme il l'avait fait avec Sophie. Dupont se précipita à l'hôpital pour voir Julien. Heureusement, ses blessures n'étaient pas mortelles. Mais l'attaque avait clairement montré à quel point ils étaient en danger. « Nous devons continuer », dit Julien, allongé dans son lit d'hôpital malgré la douleur. « Nous devons les arrêter, quoi qu'il en coûte. » Dupont acquiesça, déterminé à ne pas abandonner. Mais il savait que chaque jour qui passait les rapprochait d'une confrontation encore plus dangereuse avec le réseau. Dans les semaines qui suivirent, les arrestations se multiplièrent. Plusieurs membres influents du réseau, identifiés grâce aux données contenues dans le dispositif de Sophie, furent arrêtés. Mais au fur et à mesure que le filet se resserrait, des preuves montrèrent que l'organisation s'étendait au-delà des frontières de la France. Des ramifications de ce réseau international apparaissaient, impliquant des politiciens et des entreprises de plusieurs pays européens. Morel, bien que derrière les barreaux, restait provocateur. Lors de son procès, il tenta de minimiser son rôle et de détourner la culpabilité vers d'autres membres plus influents du réseau. Cependant, grâce aux preuves accablantes réunies par Dupont et Julien, le tribunal prononça une lourde peine contre lui. Pourtant, malgré cette victoire, Dupont et Julien savaient que le réseau n'était pas entièrement démantelé. Morel avait raison sur un point. D'autres figures puissantes restaient dans l'ombre, prêtes à tout pour préserver leurs secrets. Le sacrifice de Sophie Lambert avait permis de faire la lumière sur une partie de la conspiration, mais la bataille n'était pas encore terminée. À la fin du procès, Dupont et Julien se retrouvèrent face à face devant le tribunal. Ils avaient parcouru un long chemin depuis le jour où Julien avait découvert le mystérieux dispositif dans le corps de Sophie. Et même si leur victoire était importante, elle laissait un goût amer. « Sophie a payé de sa vie pour cette vérité », dit Julien d'une voix grave. « Nous avons révélé une partie de cette horreur, mais il reste encore tant à faire. » Dupont hocha la tête. Il ressentait la même chose. La victoire était teintée de douleur et de perte. Mais grâce au courage de Sophie, ils avaient au moins commencé à exposer ce réseau criminel. Alors que le crépuscule tombait sur Paris, Dupont et Julien contemplaient les lumières de la ville, silencieux. Le sacrifice de Sophie les hanterait toujours, mais il était aussi une source de force. Ils savaient qu'ils continueraient à se battre pour Sophie et pour toutes les victimes qui, comme elle, avaient été utilisées et réduites au silence. Le réseau avait subi un coup sévère, mais il restait encore des ténèbres à éclaircir. Dupont et Julien étaient prêts à poursuivre la lutte, sachant que le chemin serait long, mais déterminés à ce que le sacrifice de Sophie Lambert ne soit pas vain.